Depuis sa nomination à la primature, le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est donné comme mission d'établir un dialogue direct et franc avec la jeunesse ivoirienne. Quelques jours après une visite de terrain dans les villes qui ont enregistré récemment de violentes manifestations, le chef du gouvernement a de nouveau donné rendez-vous à la jeunesse ivoirienne. Lundi dernier, ils étaient plus de 4000 à répondre favorablement à cet appel. Dans cette émission, nous reviendrons sur les moments forts de cette rencontre. Et pour en parler, nous avons en plateau, et cela tout au long de cette émission, le directeur exécutif adjoint en charge des jeunes du RHDP, Philippe Krabé. Bonjour Krabé. Bonjour Fatou. Et bienvenue. Merci. Pendant cette rencontre, les différents leaders de jeunesse qui se sont succédés au pupitre ont tous réaffirmé leur engagement à préserver le climat social de paix en prélude à l'élection présidentielle. Le chef du gouvernement, dans son intervention, a invité les jeunes à ne pas céder à la manipulation et à l'instrumentalisation des hommes politiques. Ne vous laissez pas manipuler. Je l'ai dit à Bonoa, à Gagnoa, à Divo, à Lakota et à Daoukro. Nous, les acteurs politiques, quand on se rencontre la nuit et ils savent qu'on se rencontre, il y en a qui parlent beaucoup, mais ils savent qu'on se rencontre. Et quand on se rencontre pour faire nos accords politiques, nos alliances, nos stratégies, on ne vous associe pas, on ne vous appelle pas. Si chacun veut se lever pour dire « je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec ton interprétation du droit, donc je vais manifester, je vais casser », mais alors on aboutit au désordre. Et vous me connaissez, je suis un homme d'un grand cœur, je suis un homme près des gens, mais en même temps, je sais faire mon job. Je connais la fermeté. N'allons pas laisser prospérer le désordre. Et je compte sur vous. Parce que quand il y a le désordre, c'est des reculs pour le pays. Celui qui a envie de faire la politique, il fait la politique, il est candidat, il a son programme, il a son bilan, et puis il essaie de séduire les électeurs. C'est la seule façon d'avancer. Je lance un appel à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, de tous les partis politiques, quels qu'ils soient. Être d'un parti politique différent ne doit pas faire de nous des ennemis. Nous sommes d'abord des frères, des amis, des Ivoiriens. Pensez-vous, tout comme le Premier ministre, que ces jeunes ont été manipulés par les hommes politiques? Oui, à la suite du Premier ministre, nous pouvons dire que les jeunes ont été manipulés. Parce que, voyez-vous, il fut une époque dans ce pays où la rue était le gagne-pain de certains jeunes. On a connu des jeunes qui ont fait fortune dans la rue et qui sont devenus des modèles pour d'autres jeunes. Vous faites allusion à qui? On ne cite pas ses contemporains. Et donc, vous comprenez dès lors que lorsque l'opposition appelle les gens à sortir, vous comprenez quand même que ça a un petit écho, vraiment, chez une partie de la jeunesse. Je dis un petit écho parce que cette jeunesse hier qui gagnait son pain dans la rue, aujourd'hui, travaille avec le président Ouattara. Et donc, oui, nous disons que ces jeunes ont été manipulés. En même temps, les partis politiques, sans exception, ont toujours appelé les jeunes à manifester dans la rue. Voyez-vous, le contexte a changé. Nous avons connu 2010 avec la crise, la grave crise post-électorale. Nous venons de loin et la grande majorité de ceux qui ont payé un lourd tribut au cours de cette crise, c'est les jeunes. On parle de 3000 morts, mais je crois que sur les 3000 morts, il y a peut-être plus de 2500 jeunes. Et les gens ont bien compris. Nous sommes sortis de cette crise post-électorale traumatisés. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu, avec le faible écho que le cri de l'opposition a eu sur les jeunes, on comprend plus ou moins que les gens ont commencé à comprendre. Mais n'empêche parce que vous n'avez pas vu assez de jeunes. Oui, mais c'est quoi? Ils sont sortis, mais c'est une poignée de jeunes. Mais ce sont des jeunes quand même. Bien sûr, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas dire que cette jeunesse qui hier sortait à chaque cri, des hommes politiques est la même jeunesse qu'on connaît aujourd'hui qui sort. N'est-ce pas aussi la précarité qui pousse ces jeunes à sortir? Parce qu'on entend aussi que ces jeunes reçoivent un peu d'argent. Je dirais que cette précarité a été réduite. Parce que hier, on n'avait pas 1 500 000 d'emplois créés par le président de la République.
Quand on regarde de 2011 à 2018, c'est 1 500 000 emplois qui ont été créés. Hier, alors qu'on avait le PIB par habitant qui était de 1 000 $, aujourd'hui nous avons un PIB par habitant qui est de 2 286 $. Nous disons que cette précarité a été carrément réduite. Et d'où le faible écho de l'appel de l'opposition, parce que les jeunes ne sont pas réellement sortis. Vous avez pu vous-même le constater. Mais il y a eu des morts. Oui, il y a eu des morts que nous déplorons tous. Malheureusement, il y a eu des morts que nous déplorons tous. Alors, plusieurs associations de jeunes étaient présentes à cette rencontre. Comment ont-ils réagi au discours du Premier ministre Ahmed Bakayoko? Je vous propose quelques réactions au micro de Sangaré Lassina. L'initiative du Premier ministre est tellement la bienvenue. Rencontrer la jeunesse, avoir un débat franc avec la jeunesse pour prendre en compte leurs préoccupations, parce que c'est quand la jeunesse est loisive qu'elle s'adonne au casse, qu'elle se laisse manipuler. Avec tous ces conseils qu'il nous a donnés et propositions qu'il a accordées de faire au profit de la jeunesse ivoirienne, nous pouvons que lui dire merci. C'est ce que la jeunesse attend. Il n'a pas tenu un langage politique, il a tenu un langage honnête de citoyens, de jeunes Ivoiriens qui connaissent ses frères et qui connaissent leurs besoins. Pour moi, son discours, il était convaincant du début jusqu'à la fin. C'est ce que j'attendais de lui par rapport aux réponses qu'il a données. Nous espérons que le Premier ministre a entendu nos différentes préoccupations, parce qu'on ne peut pas développer un pays si ce pays n'a pas de stabilité. On ne peut pas développer un pays si les forces vives politiques ne sont pas assises sur les tables de discussion pour parler de l'avenir de ce pays. Écouter la jeunesse, prendre en compte leurs préoccupations et décider de les aider. On dit vraiment merci au Premier ministre d'avoir cette oreille attentive, et on espère que ce genre de cadre-là, on pourra le faire de manière régulière pour permettre à cette jeunesse-là d'être autonome, ne plus être à la solde des politiciens. Alors, selon vous, quel impact cette rencontre pourrait avoir sur le climat actuel? C'est vrai que vous minimisez les manifestations, mais il y a quand même des manifestations dans la rue. Voyez-vous l'impact, le Premier ministre, en recevant les jeunes, c'est une grande première d'ailleurs, déjà il y a cette décrispation, parce que vous avez vous-même constaté que toutes les jeunesses étaient réunies au cours de cet échange avec le Premier ministre. Et il y avait les jeunesses de l'opposition, la jeunesse du parti au pouvoir, tout le monde était là, chacun a pris la parole, chacun s'est exprimé. Donc là, on a compris plus ou moins les préoccupations des uns et des autres. Quelles sont les préoccupations des uns? On veut aller à la paix. Tous les jeunes, qu'ils soient du parti au pouvoir ou de l'opposition, n'ont en tête que la Côte d'Ivoire. C'est notre pays, nous voulons aller à la paix. Et ces jeunes-là étaient très heureux d'être en face du Premier ministre. Et là, nous disons que cette rencontre avec le Premier ministre a quand même permis de décrisper cette atmosphère politique qui était quelque peu tendue, premièrement. Le deuxième aspect de la rencontre des jeunes avec le Premier ministre, c'est que nous avons constaté un Premier ministre, qui est d'ailleurs le grand frère des jeunes, parler avec le cœur à cette jeunesse, essayer de nous montrer ce qui était vraiment important pour nous. Et le Premier ministre nous l'a dit, ce qui est important pour nous, c'est la paix, c'est construire cette Côte d'Ivoire que nous allons gérer demain. Alors, lors de cette rencontre, les associations de jeunes ont condamné à l'unanimité la violence sous toutes ses formes. Après la décision du Conseil constitutionnel sur la liste des candidats retenus à l'élection présidentielle, il n'y a pas eu d'incident majeur dans le pays. Mais rien ne nous dit non plus que des incidents ne pourraient pas survenir. Est-ce le calme avant la tempête, selon vous? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une tempête? Nous pensons qu'il n'y aura pas de tempête. Il y a eu quand même 40 candidatures qui ont été rejetées. Oui, mais les 40 candidatures rejetées l'ont été pour des motifs bien précis. Voyez-vous, quand on va à une élection, on va à un jeu. Et le jeu politique a ses règles. Et les candidatures ont été rejetées pour plusieurs motifs. Certains candidats n'avaient même pas payé le cautionnement, donc d'où le motif du rejet de leur candidature. Quand d'autres candidats n'avaient même pas signé leur déclaration de candidature. Donc vous comprenez que les 40 candidatures n'ont pas été rejetées à la tête du client. Non, pas du tout. Et ces différents candidats participaient à un jeu, et ce jeu a ses règles. Lorsque vous ne rentrez pas dans les règles du jeu, naturellement vous allez être exclu du jeu. Que recherche l'opposition, qui a d'abord demandé à la Cour africaine des droits de l'homme qu'on reprenne les CEI locales? Une fois la décision prise, à quelques semaines de l'élection présidentielle, elle refuse de participer à la recomposition de ces CEI. L'opposition veut-elle aller réellement à ces élections? Je ne répondrai pas à la place de cette opposition, mais tout porte à croire qu'elle a envie de boycotter cette élection. Parce que, voyez-vous, cette opposition qui aujourd'hui refuse d'aller
qui aujourd'hui est en train de tout boycotter, n'est pas à son premier boycott, malheureusement. Elle a boycotté pratiquement l'ensemble du processus électoral pour ensuite venir faire des revendications. Lorsque le gouvernement décide de prendre en compte une partie de ces revendications, aujourd'hui, cette opposition, on constate la politique de la chaise vide. Donc, je ne vais pas répondre à la place de cette opposition, mais tout porte à croire que cette opposition ne s'est pas suffisamment préparée pour aller aux élections, d'où ce comportement. Alors, déjà, sur les 4 candidats, quelles sont les chances de votre candidat face aux 3 autres? Ben, notre candidat va gagner. Nous allons gagner ces élections. Bien sûr, nous avons un bilan qui est très éloquent. Alors, le président de la République a construit ce pays. Quand on regarde aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, la création d'emplois au niveau des jeunes, nous avons plus d'1 500 000 emplois créés de 2011 à 2018. J'ai parlé de la réduction du taux de pauvreté avec le PIB qui est passé de $1 000 à $2 286 par habitant. Une première pour un pays au sud du Sahara, de dépasser vraiment la Tunisie qui est un pays au nord. Vous comprenez que les résultats du RHDP sont tellement palpables qu'il est vraiment évident que le RHDP va gagner ces élections. Mais n'empêche que certains Ivoiriens continuent de se plaindre. Ben oui, voyez-vous... Donc ce qui veut dire que certainement il y a encore des choses à faire. Je ne parlerai pas comme le citoyen lambda pour dire qu'on ne fait pas l'unanimité partout. C'est vrai qu'il y a des choses à faire, mais beaucoup a été fait. Et moi, je peux également vous donner l'avis de d'autres Ivoiriens qui sont également ailleurs, qui avant étaient sceptiques, mais aujourd'hui qui vraiment constatent eux-mêmes les résultats de la politique du RHDP et qui sont prêts à donner leur voix à notre candidat. Je viens de le dire tantôt, 40 candidatures ont été rejetées par le Conseil constitutionnel. Certains n'ont pas eu de parrainage suffisant. Est-ce que finalement le parrainage ne limite pas l'expression démocratique ? Non, voyez-vous, madame, le parrainage a été accepté par toute la classe politique. On se rappelle que c'est à la suite du dialogue politique initié par l'ancien Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, feu Amadou Gon Coulibaly, que la classe politique, dans son entièreté, a accepté les conditions du parrainage. Alors, le parrainage porte sur 1%. La Côte d'Ivoire est un pays tellement sérieux qu'obtenir 1% de parrainage, 1% c'est ça, 1% de parrainage pour une élection présidentielle, bon, voyez-vous, c'est pas grand-chose. C'est pas demander, c'est pas la mer à boire 1% de parrainage. Non, le parrainage se pratique déjà dans certains pays. Nous avons le cas du Sénégal, même en France, même le parrainage est pratiqué. Non, le parrainage ne réduit pas l'expression démocratique, bien au contraire. Le parrainage vient montrer à l'ensemble de la population ivoirienne que le candidat, que celui qui veut diriger la Côte d'Ivoire est quelqu'un qui a des gens avec lui. C'est quelqu'un de sérieux. N'empêche que certains responsables des partis politiques, notamment Mamadou Coulibaly et autres, ont bien montré, selon eux, qu'ils ont effectivement déposé le nombre de parrainages nécessaires. Mais leurs candidatures ont été rejetées. Mais ils peuvent avoir déposé le nombre de parrainages nécessaires, mais s'il y a des doublons au niveau du parrainage. Parce que vous savez que le parrainage accordé en second lieu ne vaut pas. Voyez-vous, et donc, si, selon eux, il revient à la CEI et au Conseil constitutionnel de vérifier si le parrainage donné a été donné en premier ou en second lieu. Et nous pensons que la décision du Conseil constitutionnel relative au parrainage a eu le temps quand même de vérifier toutes ces données. Est-ce que tout ceci ne risque pas d'être un facteur de tension? Parce que n'empêche que ces 40 candidats-là ont aussi des militants. Mais nous les invitons tout simplement à faire preuve, à être fair-play. Nous sommes dans un jeu démocratique. On ne peut pas, parce qu'on est fâché, chercher à brûler le pays. Non, pas du tout. Les règles sont là. Voilà, les règles du jeu ont été établies par tout le monde. Et il revient véritablement à chacun de s'inscrire dans les règles dans ce jeu politique qui a commencé. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Touré Mamadou, initiateur de cette rencontre, a évoqué les efforts du gouvernement dans le cadre de l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. Je vous propose de l'écouter. Jamais dans l'histoire de notre pays, autant de ressources n'ont été mobilisées pour l'insertion des jeunes dans notre pays. La BAD vient d'investir, Monsieur le Premier ministre, 45 milliards de francs CFA pour les jeunes. La Banque mondiale vient de décider de mettre 60 milliards de francs CFA dans le programme des jeunes. Tout cela a été possible grâce au leadership du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et du président Alassane Ouattara. Les jeunes sont devant vous. Ils parleront de leur avenir. Parce que ce qu'ils m'ont dit, Monsieur le Premier ministre, c'est que dans nos turpitudes politiques, très peu de temps nous prenons en compte les aspirations des jeunes. Les préoccupations des jeunes sont souvent totalement en inadéquation avec les préoccupations des hommes politiques. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que ce qu'ils attendent de nous, acteurs politiques,
Ce qu'ils attendent de nous, acteurs politiques, c'est des réponses concrètes à leurs préoccupations. Mamadou Touré a annoncé que près de 23 000 jeunes bénéficieront dans les jours à venir de financement et plus de 8 000 autres bénéficieront d'appui à la création de micro et petites entreprises. Après cet état des lieux, vous soutenez le président Alassane Ouattara qui est candidat à sa propre succession. Quel serait le prochain chantier pour les jeunes? Nous avons bon espoir que le président de la République, nous allons tout simplement dans une continuité. Nous avons constaté, nous avons vu nous-mêmes plus d'1 500 000 emplois créés de 2011 à 2018. Nous avons vu un pan du programme social du gouvernement qui a été entièrement dédié à la jeunesse. Nous avons vu avec les différents programmes Agir 1, 2 et 3 ce qui a été fait pour les jeunes. Et là, tout à l'heure, le ministre a donné les chiffres précis. Nous n'avons que bon espoir pour la jeunesse de Côte d'Ivoire de 2020 à 2025. Pourquoi les jeunes devraient faire encore confiance au président Alassane Ouattara? Mais parce que le président Alassane Ouattara a montré à tous les jeunes est digne de confiance. Avec tous ces différents emplois créés, on a vu, il nous a été donné de constater, de voir vraiment plusieurs personnes se succéder à la tête de la Côte d'Ivoire. Et très peu de personnes ont fait ce que le président de la République a fait en 7 ans pour les jeunes. Donc vous comprenez que nous sommes concrets. Nous allons vers celui qui, en réalité, nous a offert des choses concrètes. Et nous disons que le président Ouattara, ayant fait ce qu'il a fait, 2020-2025 ne sera que meilleur pour les jeunes. Alors, le milieu estudiantin a aussi ses réalités. Au nombre des doléances, le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, Sinclair Alla, a déploré le coût élevé de l'inscription à l'école doctorale qui est passé de 90 000 à plus de 500 000. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes? Voyez-vous, nous suivons le dossier depuis un moment. L'école doctorale, je crois peut-être que Alla Sinclair a mal exprimé sa préoccupation, mais l'école doctorale est une innovation au niveau de l'université. Et l'inscription initiale est de 90 000 francs. Oui. Et l'inscription pédagogique au niveau de l'école doctorale est de 500 000 francs. Donc voyez-vous, il y a 2 inscriptions. Ça fait 590 000 francs à payer. Alors, nous avons une jeunesse estudiantine au sein du RHDP. Nous avons été saisis de la question par le président de cette jeunesse, Ibrahim Kouassi. Et donc, nous sommes en train de mener un certain nombre de démarches auprès du gouvernement pour quand même essayer de revoir les frais. Nous sommes vraiment informés de cette question. Sinon, ce n'est pas les frais d'inscription de l'université qui ont totalement augmenté. Non, les frais sont restés à 90 000 francs et il y a les frais de l'école doctorale qui sont à 500 000 francs. Justement, est-ce que c'est réellement à la portée d'un étudiant aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Nous sommes en train de discuter. Nous sommes vraiment en train de négocier. Nous, en tant que jeunes du parti politique du RHDP, nous avons remonté l'information et nous pensons que nous allons avoir des réponses. Et d'ailleurs, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, lorsque M. Alla Sinclair, secrétaire général de la FESI, a fait ses doléances, a dit qu'il prenait bonne note de toutes les doléances qui avaient été faites et qu'il allait donner des retours favorables. À cette rencontre avec les jeunes, divers sujets ont été abordés, notamment les violences faites aux femmes, la place de la femme dans la société. À ce sujet, je vous propose d'écouter la représentante de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, Karel Laetitia Golia, à propos de la condition de la femme et de la jeune fille en Côte d'Ivoire. Encore aujourd'hui, on doit se battre pour maintenir la petite fille à l'école. Malgré l'augmentation des infrastructures scolaires et des salles de classe, et pour cela nous remercions le gouvernement et le président Alassane Ouattara, il subsiste des inégalités entre les petites filles et les petits garçons, principalement en zone rurale. Aujourd'hui, nous, femmes, sommes exposées à toutes sortes de violences, exacerbées par les conflits intercommunautaires et par les situations de crise. Et la période de confinement due à la pandémie de Covid-19 ont aussi amplifié ces violences. Toutes ces discriminations créent un plafond de verre qui est préjudiciable à la représentativité féminine dans les instances de décision et les espaces publics. La Côte d'Ivoire est en train de s'engager est en train d'entamer la période électorale. Et les femmes encore, les jeunes filles seront les plus exposées aux violences. Nous voulons être protégées, Excellence, Monsieur le ministre. La liste est longue. On l'espère qu'on trouvera un cadre d'échange avec vous pour pouvoir
exprimer nos préoccupations. Alors, elle donne des chiffres qui donnent froid dans le dos quand même. 70% des femmes sont victimes de violences conjugales, 48 autres filles sont touchées par les violences sexuelles, pour ne citer que cela. Et ça encore, c'est encore... Nous sommes à Abidjan, ce n'est pas tout le pays. Pensez-vous que les lois protègent suffisamment les femmes en Côte d'Ivoire? Voyez-vous, la loi en Côte d'Ivoire, elle est impersonnelle. Elle touche aussi bien les hommes que les femmes. Voilà. Peut-être qu'au niveau de l'application, en raison de notre culture africaine, la loi est appréciée différemment en fonction du sexe. Mais nous pensons et nous disons que le gouvernement du président Alassane Ouattara a énormément évolué sur la question de la parité homme-femme et sur le taux de représentativité au niveau des femmes dans les instances de décision. Alors, quand on voit, en 2013, nous avons eu la loi sur le mariage qui a supprimé la notion de chef de famille dans le foyer et qui nous a tous dit que la famille est gérée de manière collégiale par l'homme et la femme. Déjà, c'est une grande avancée. Ensuite, quand on a vu le décret sur la représentativité des femmes dans les instances de décision, qui est de 30%, nous voyons là également que c'est beaucoup de choses qui ont été faites pour les femmes. Et donc, nous disons que le président de la République, ayant fait évoluer vraiment les droits des femmes à ce niveau-là, vraiment est le premier défenseur des femmes en Côte d'Ivoire. Mais n'empêche qu'on continue encore d'avoir des violences conjugales. Les violences conjugales, vous avez dit conjugales, donc on peut se dire que c'est intimement lié au foyer. Mais je l'ai dit au départ, en répondant à votre question, que c'est quelque peu culturel. Quelque peu culturel. Il nous a été donné de constater dans certaines cultures que la femme n'a pas forcément la même place que l'homme en société. Et donc, mais nous pensons que c'est des aspects qui vont évoluer au fur et à mesure que la société africaine va évoluer. Alors, pour terminer, est-ce que vous, personnellement, parmi les 4 candidats retenus, vous auriez souhaité qu'il y ait une femme? C'est une belle question, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais comme il s'agit d'un jeu politique, voilà, le jeu ayant ses règles, si aucune femme n'a été retenue, bon, ben, nous ne prenons que acte de la décision qui a été rendue. Alors, merci Philippe Kragbé d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de grand format. À très bientôt.